soirée de MOM 21 Sud-Est. Je vais dire juste quelques mots sur MOM 21, peut-être certains ne connaissent pas. Ça veut dire Mouvement pour les organisations et le management du 21e siècle. On a deux missions, une mission qui est d'éveiller et une mission qui est de partager. Sur quoi? Eh bien sur l'innovation managériale, donc tous les mots un peu bizarres, type entreprise libérée, libérante, apprenante, 3.0, agile, épanouissante, humaine, voilà, tous ces mots-là, eh bien nous les adorons. À l'école, j'ai commencé à jouer au foot et à prendre du plaisir à jouer au ballon. Et je me suis dit, eh ben Claude, waouh, en voyant l'OM, c'était l'époque 93, vous vous rappelez, vous vous souvenez de l'épopée de Marseille, je me suis dit, eh ben, je veux devenir joueur professionnel de football. Donc quand j'ai reçu ce coup de téléphone pour aller signer au Racing Santander en première division espagnole, alors c'était plein de rêves, quoi. À l'époque, il y avait Zidane au Real Madrid, il y avait Beckham, il y avait toutes ces personnes-là, c'était tout un rêve, quoi. Et j'ai débuté ma carrière en Espagne professionnelle. Puis ma carrière m'a emmené en Angleterre. Et c'est l'histoire que j'avais racontée à Fanny quand je l'ai rencontrée. J'ai joué à Wembley. Est-ce que vous connaissez Wembley? Oui. Non, vous ne l'appelez pas? Le stade Wembley. Donc la cathédrale du football pour les footballeurs, un rêve. Et pour moi qui viens de Bouc-Bel-Air, me retrouver dans un stade comme celui de Wembley, 60 000 personnes, c'était un rêve magnifique. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai joué, durant cette finale, j'ai joué tous les matchs titulaires. Et arrivé en finale, je me souviens que donc une salle de réunion comme celle-là, avec mon équipe, donc le coach qui se trouvait à ma place, donne l'équipe et il me met sur le banc. Donc vous imaginez, titulaire tous les matchs et arriver à cette finale, Wembley, où voilà, le rêve de tout footballeur, il me met sur le banc à ce moment-là. Je me disais que c'était un peu injuste. Et je rentre dans ma chambre, je me souviens très bien, et j'appelle un de mes meilleurs amis. Et je lui dis, Ivan, tu sais, demain je ne vais pas jouer titulaire. Et lui, dans un moment de calme, il me dit, Claude, très lentement, il me dit, Claude, moi j'ai la sensation que demain tu vas rentrer sur le terrain et que demain c'est toi qui vas marquer le but de la victoire. Et que le lendemain, on verra ta photo dans les journaux. J'ai dit, waouh. Donc on fait l'échauffement, tout ça, je suis sur le banc, je suis un peu déçu, mais j'encourage mes coéquipiers. Parce que cette finale, elle nous appartient à nous. Même si je suis sur le banc, le but c'est qu'on gagne cette finale ensemble. Parce que c'est quelque chose qu'on a initié ensemble. Malgré ma déception. Et moi, dès que le match commence, je commence à m'échauffer. Je crois que je me suis chauffé pendant 70 minutes. Pendant 70 minutes, je m'échauffais. Je sais pas si vous imaginez, c'est échauffé pendant Tellement 70 minutes. Tellement j'en avais envie, quoi. On perdait 1-0. Je me rappelle que j'arrive devant le coach, je m'échauffais, j'arrive devant le coach à ce moment-là. C'était, je crois, 25 minutes de jeu. Et je lui dis, coach, je suis prêt. Quand vous voulez, coach. On parlait de détermination tout à l'heure, voilà. Et à la 80e minute, le coach décide de me faire rentrer, sachant qu'on gagne 2-1. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand je rentre sur le terrain, je suis très content. Et qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Ils égalisent. Et je me dis, waouh, vous imaginez comment je pouvais me sentir, quoi. On peut dire ici, t'es le chat noir, quoi. Tu dis, putain, tu rentres sur le terrain, et putain, ils égalisent, c'est terrible, quoi. Et moi, la réaction que j'ai eue à ce moment-là, je me suis dit, eh ben Claude, maintenant peut-être que ça va être la bonne opportunité pour toi de leur montrer ce que tu sais faire à toutes ces personnes-là. Je me souviens faire un appel en profondeur, un premier ballon qui arrive, je me retrouve face au gardien, je tire et le gardien l'arrête. Et je me dis, waouh, allez. Je dis, c'est pas grave, encore une fois, je me dis, c'est pas grave, Claude, tu peux en avoir une autre et celle-là, elle va rentrer. Et une deuxième action, donc le milieu de terrain, je suis au milieu de terrain, notre milieu de terrain récupère le ballon, il lève la tête et moi je fais mon appel dans la profondeur. Et quand je fais mon appel, il tire le ballon. Mais à ce moment-là, quand je lève la tête, je vois que le défenseur, il a 2 mètres d'avance sur moi. Et dans ma tête, je me dis, mais Claude, c'est pas grave. En quelques secondes, je me dis, c'est pas grave, cours, on sait jamais, cours, juste cours le plus vite possible, cours. Et au moment où je lève la tête, vous imaginez, je cours le plus rapidement possible. Et le moment où j'arrive, je lève la tête, je vois le ballon, il est devant moi. Alors que le défenseur, le ballon, il est devant moi.
Et ce que je fais, je soulève, le gardien était sorti, je lève le ballon, et le ballon monte, et il rebondit 1, 2, 3, il rentre à l'intérieur. L'explosion. Et on voit bien que c'est les joueurs qui font tout. Et que le rôle aujourd'hui d'un leader, moi j'ai presque envie de dire, j'ai écouté un témoignage un jour d'un chef d'orchestre, un chef d'orchestre d'origine allemande, il disait, vous savez, j'ai capté un truc, il arrive en fin de carrière, il dit, j'ai compris un truc, c'est d'en faire le moins possible. Et moi ça m'a marqué, et je pense que notre rôle à la fois aussi de coach, de facilitateur, et aussi de chef d'entreprise, c'est d'en faire le moins possible. Est-ce que vous connaissez Alex Ferguson? Vous connaissez le grand entraîneur de Manchester United? Son entraîneur, c'était notre fils, donc il avait Darren Ferguson, donc il avait la fibre managériale de son père, quoi. Et c'était une personne qui était très simple. Il était jeune, il était aussi jeune que nous, du moins aussi jeune que nous, il était très jeune, mais il avait ce truc, voilà, quand il venait dans le vestiaire, il était avec nous, quoi. Il était simple, il était toujours souriant, il aimait interagir avec nous, et nous, ça nous rassurait en tant que groupe. Et je pense que c'est ce qui a fait la réussite de l'équipe, quoi. Et entre nous, il nous laissait la créativité, il nous laissait faire. On a fait aussi bien, parce que l'entraîneur, il nous donnait la possibilité de nous réadapter directement. Je n'ai travaillé que 2 ans en entreprise, après avoir fait une grande école de commerce. Effectivement, je ne m'y sentais pas bien du tout. Et j'étais plutôt du genre à sortir des rails. Et en 2009, et je découvre le mot permaculture dans un livre sur la transition, écrit par Rob Hopkins. En fait, la permaculture, ça peut sembler hyper complexe, hyper technique. Et ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet. En fait, des organismes officiels français qui maintenant commencent à parler très sérieusement de permaculture. Le CIRAD, c'est le Centre international de recherche agronomique. Hop, je joue avec... Pardon. Voilà. Et donc maintenant, les officiels français commencent à parler d'un système. En fait, vous voyez que c'est hyper complexe. Parce que la nature, c'est hyper complexe. En particulier, les végétaux, ça a 1 milliard d'années. Et les végétaux sont extrêmement coopératifs. Ils ne sont pas du tout compétitifs, comme on veut bien nous le faire croire. Ils sont très coopératifs et ils sont très créatifs. Et en permaculture, par rapport à, vu que vous avez eu toutes les explications avant, en permaculture, on va simplement rejouer sur la créativité de la nature et un petit peu la guider, l'exploiter de temps en temps. Mais finalement, on ne va rien faire d'autre. Là, c'est le jardin en permaculture devant ma terrasse. Hein. Ça, c'est l'année N+1, une fois qu'on démarre en permaculture. Vous voyez, c'est encore à peu près organisé. Bon, il y a des allées, quoi. Hein. Puis les courgettes ne sont pas encore complètement mélangées avec les fleurs. Les tomates, on arrive à les voir. Là, il y a des fleurs qui poussent à côté. C'est encore un peu cartésien, en fait. Et l'année N+2, c'est le grand bordel. Vous avez une explosion créative et productive. C'est ça qui est intéressant, c'est que la production explose. Vous ne pouvez plus marcher dans les allées. Tout pousse dans les allées. C'est devenu une jungle de forêts et de légumes. La jungle de la permaculture, c'est mimer la nature pour ce qu'elle a de mieux. Et en fait, la nature, elle est hyper créative. Il faut la laisser s'auto-organiser. Et le coach, le permaculteur, le bon permaculteur, va pouvoir en fait, il va faire la petite touche finale en fait, ou les récoltes. Mais en réalité, si, avec bien sûr l'équipe au départ, il y a un petit savoir-faire de permaculture en fait, hein, on peut apprendre. Ça s'apprend très facilement, moi j'ai appris sur le tas, parce qu'il n'y a pas d'école officielle en fait. Eh bien, on est exactement dans la même dynamique humaine, très productive, si on laisse la créativité s'exprimer. Et donc en permaculture, par exemple, cette année dans mon jardin, je n'ai rien planté. Bien sûr, ça se ressème tout seul, et ça pousse. Et ça pousse en quantité phénoménale. Donc c'est hyper efficace, hyper économique. On fait le principe du jardin des paresseux. Et on est très fiers de dire ça. On en fait le moins possible. Et on a des productions. Chez moi, les fleurs, c'est de la folie. Mais les légumes aussi. Et tout le monde en permaculture arrive à ça. Et on est complètement dans la même dynamique. On est dans le même parallèle. Là, je dirais simplement le truc sympa, c'est que ça fait 1 milliard d'années que la nature, elle fonctionne comme ça. En fait,
au lieu de nous imposer nos codes à la nature, on ferait bien mieux de s'en inspirer, parce que ça marche. Et c'est pour ça que la permaculture connaît c'est un phénomène de mode maintenant phénoménal. C'est vrai que quand j'ai rencontré Fanny, je donnais beaucoup de cours, je donne toujours beaucoup dans les lycées. Ça va de la maternelle au lycée, à l'école des arts et métiers, d'Aix maintenant, hein, c'est partout, hein, à l'hôpital d'Aix, n'importe où. Et maintenant les entreprises, puisqu'ils vont avoir, s'ils font du coaching permaculture, ils vont avoir des approches finalement assez similaires. On est aussi dans des... Alors vous voyez tout ça, pour que ça marche, il faut que ce soit hyper collaboratif. En fait, les plantes sont hyper collaboratives. On appelle ça la sociologie des plantes. On pourrait écrire des thèses et des thèses sur le sujet. Il y a des centaines d'heures de doctorants, des milliers d'heures de doctorants à faire sur ce sujet. C'est complexe, même on ne comprend pas tout, parce que la créativité, des fois, on ne sait pas trop... Tiens, là, j'ai une tomate qui a poussé, là, mais alors... Puis à côté, finalement, j'ai une cosmos géante d'1 mètre, et ça pousse tout seul. Hein. C'est-à-dire, je les regarde, mais pousser, là, ils sont comme ça. Je n'ai rien fait. Enfin, il y a 3 ans, j'avais fait des trucs. Et c'est parti complètement... Et si ça pousse trop, quel est le problème? Les mauvaises herbes, quel est le problème? On les coupe, on les ramasse, ça fait du paillis. C'est génial, c'est gratuit, c'est fait sur place. Hyper productif, hyper simple, hyper peu de travail. Les gens, alors, ils viennent en stage en permaculture, ils emmènent une bêche, une fourche. Je leur dis, bon, tu jettes les pelles, tu jettes les bêches, tu jettes les fourches, tu auras besoin de rien. À part d'une paire de gants, éventuellement, pour couper l'herbe. Quand elles sont trop grandes, le seul problème, c'est qu'il faut gérer l'hypercroissance. Donc quand c'est trop grand ou que ça produit trop, voilà, c'est l'hypercroissance, été comme hiver. Si ça produit trop, alors prenez-le pas du bon côté, c'est l'hypercroissance biologique, c'est sympa. Et la persévérance, c'est que faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Hein, je crois, moi, je vis mes rêves en permanence. Voilà. Et puis les critiques, des fois, il faut aussi avoir son blindage et puis les passer outre, et quitte à aller faire des erreurs. Hein. Et si on ne va pas jusqu'au bout de ses rêves, comment on fait pour savoir comment ça marche? Je suis vraiment très content ce soir d'être avec vous. Et quand j'écoutais Claude et Yannick, ça me faisait penser, parce que bon, c'est rare que je parle du bouddhisme. En général, je parle de l'entreprise, mais bon, je ne sais pas pourquoi on en a parlé. Donc tu as mis ça en exergue. Et donc pourquoi pas, c'est la première fois que ça m'arrive. En bouddhisme, il y a une théorie qu'on appelle la théorie des 3 trésors. Il y a ce qu'on appelle le trésor du corps, dont Claude a bien parlé, avec vraiment la santé, qui est un trésor important, dont on se rend compte souvent quand on ne l'a plus. Donc ça, c'est un des éléments importants. Le deuxième trésor, qui est le trésor du grenier, dont Yannick nous a parlé aussi, voilà comment on se connecte avec la nature, avec toutes les richesses de la nature, avec les biens matériels. Bon, et puis le troisième trésor, c'est le trésor du cœur, qui est vraiment ce qu'enseigne le bouddhisme. Et c'est ça qui, moi, m'anime aujourd'hui en particulier, c'est quel cœur on arrive à ouvrir, quel lien on arrive à créer avec les autres. C'est être au service. C'est quelque chose que j'ai appris aussi, je vais en parler ce soir, par le bouddhisme que j'ai rencontré donc en 75. Ça fait 42 ans que je pratique matin et soir cet enseignement. Et ce bouddhisme m'a appris cette notion d'être au service de. Et qu'en se mettant au service de l'autre, ça permet de créer de la richesse. Et ça, c'est pour moi quelque chose que j'essaye de mettre en pratique tous les jours, dans les actes de ma vie, et en particulier dans mon entreprise. Donc aujourd'hui, il y a 23 salariés dans la société, il y en a 15 permanents, plus 8 commerciaux sur la route. Et dans ma société, je n'ai pas de bureau, par exemple. Yannick connaît, il a visité à Venelle. C'est-à-dire qu'à la fois, j'essaye d'être le moins présent possible dans l'entreprise, et puis en même temps, d'être le plus au service des gens qui travaillent avec moi. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre en avant. Et j'explique aussi en même temps que l'entreprise, et donc chaque personne de l'entreprise, est au service des clients. C'est très intéressant quand on regarde l'histoire de l'intelligence.
et de l'intelligence collective. Je ne sais pas si vous en avez parlé entre vous, mais j'ai eu la chance de travailler avec un gars qui s'appelle Jean-François Noubel, peut-être certains le connaissent, qui est chercheur en intelligence collective. Déjà, rien que ça, je trouvais ça génial. Et qui avait développé une théorie que je trouvais très intelligente. C'est-à-dire qu'il dit au départ, il y a l'intelligence primitive. Il y a 15 000, 20 000 ans, etc., qui fonctionnait, enfin, d'intelligence primitive, qui ensuite s'est développée en intelligence collective, mais cette première forme d'intelligence collective ne fonctionnait que sur des petits groupes de personnes, petites tribus, un clan, sur une surface limitée. Et ça ne pouvait pas aller plus loin que ça. Et ce qui a permis l'émergence de grandes structures, c'est l'écriture. Et avec l'écriture, donc les Égyptiens, il y a 4000 ans à peu près, eh ben, ça a mis en place les structures pyramidales. Et la base des structures pyramidales, c'est basé sur la rareté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Ceux qui sont en ont, que ce soit de l'argent, de la puissance, de l'information, etc. Et ceux qui sont en bas n'en ont pas. Et c'est important qu'ils n'en aient pas pour pouvoir maintenir l'équilibre de la structure hiérarchique. Mais ils auront peut-être l'espoir un jour de monter et d'en avoir. Ça, c'est la base de notre système d'aujourd'hui. Et on est vraiment basé sur ces systèmes de structure hiérarchique qui ont complètement façonné notre mental, notre mentalité de pensée. Et là où on vit pour moi un changement de paradigme extraordinaire, c'est Internet. Internet est aussi important que l'apparition de l'écriture. Et Internet a permis l'émergence d'un nouveau niveau d'intelligence collaborative où il n'y a pas de chef, où le territoire est quasi illimité, où il y a abondance, où c'est pas forcément payant. Le meilleur exemple qu'on donne, par exemple, c'est les logiciels libres, Linux. Le cerveau, c'est un organe très efficace, mais un peu paresseux. À savoir qu'il va, avec le temps, créer ce qu'on appelle des circuits neuronaux. Et puis, c'est quand on est petit, ben, on a un cerveau avec des neurones, ce qu'on appelle des gaines neuronales, où il y a de la myéline qui se met dessus. Donc au départ, c'est pas tellement myélisé. Et par le temps, ça se met en place. Et on va avoir tendance à activer tout le temps les mêmes circuits neuronaux. C'est-à-dire qu'on crée des autoroutes. Et le cerveau, eh ben, c'est comme quand dans un champ, par exemple, il y a un chemin qui est tracé, il ne va pas s'ennuyer, il va prendre le même chemin, quoi. Et puis il répète tout le temps les mêmes schémas neuronaux. Alors, en même temps, on sait aujourd'hui que le cerveau sait non seulement recréer des neurones, mais il sait recréer des circuits neuronaux. Mais il fait ça quand il a l'information qu'il y a de dysfonctionnement. Et c'est-à-dire quand il y a une problématique, par exemple, le cerveau va toujours chercher à s'adapter. Et c'est ça, c'est-à-dire comment nous-mêmes, au niveau de l'entreprise, au niveau de notre vie de tous les jours, on arrive à changer nos processus cognitifs, c'est peut-être pas le bon terme, mais notre mode de fonctionnement interne. Mais c'est vraiment apprendre à utiliser les difficultés pour ce que je disais au départ, pour ouvrir son cœur. Vraiment aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. Il y a un mot que j'aime bien, c'est la reliance. Comment est-ce qu'on arrive, ce soir par exemple, à être en lien les uns avec les autres? Comment dans l'entreprise on arrive à créer ces liens intra-entreprise et vers l'extérieur? Pour revenir sur le mot réalliance, et c'est génial parce que la réalliance est un mode de gouvernance aujourd'hui qui est pensé comme quoi moi égale l'autre. Donc on s'aperçoit que dans une entreprise libérée, peut-être que tu peux le rappeler, c'est que tu associes un jeune qui sort de Ketch avec un ancien, un aîné qui a 60 ans, qui n'a pas fait d'école mais qui est autodidacte, ça fait un super couple. Un chrétien et un musulman ensemble sur une réflexion autour de la spiritualité, quel cadeau du ciel. Chacun de vous pouvait écrire un petit peu, soit des mots, soit faire un dessin, soit sur ce que vous retenez de cette soirée.